ça c'est votre vecteur B, et en fait vous cherchez le X qui est de résidu minimal, parce que si vous prenez des X ailleurs, si vous prenez ce X1 ici, ben, le résidu va être là, et puis si vous prenez un X2 ici, le résidu va être là, et donc en norme, ils seront plus grands. Donc en fait, des équations normales, vous allez dire que vous allez choisir le X tel que le résidu associé à cet X est orthogonal à l'image. D'accord? Donc on dit que B-AX orthogonal à l'image de A. Et ça, matriciellement, on va l'écrire comme eh bien, le résidu est orthogonal à toutes les colonnes de la matrice A. Et donc ça peut s'écrire de cette forme-là, où ça, c'est le 0 de Rn. D'accord? Et donc ça, c'est équivalent à résoudre un système linéaire qui est de la forme ATAX égale à TB. Donc c'est ça les équations normales. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre comme... et donc pour rappel, donc ça c'est symétrique défini positif. Et donc Cholesky avait développé sa facto elle transpose. Donc comme autre méthode, vous avez quoi qui est basée sur une factorisation? QR. Voilà. Alors QR, en fait, vous avez en fait, il existe deux factos QR. Donc si je prends A qui appartient à M' N colonnes, il y a ce qui s'appelle la full QR, enfin, méthode QR, enfin, factorisation QR complète, dans laquelle on va écrire A sous la forme donc QR, avec Q qui est une matrice M unitaire. Unitaire, ça, vous voyez, vous vous rappelez ce que c'est? Oui. Ok, donc allez-y, rappelez à vos collègues. Et oui, factoriel toi égale à identité. Voilà, c'est... alors là, je suis en réel, donc c'est QT égale Q. Oui. QT égale l'identité de Rm. Donc à ce moment-là, si on a besoin de résoudre le problème de moindre carré, en fait, donc on a écrit, je vais le dessiner, hein, on a A qui est comme ça, on écrit que, donc ça c'est A, Q ça va être une matrice qui est carrée, d'accord, qui est donc, ici je suis M, N, elle va être M, M, ça c'est ma matrice Q. Pourquoi ça n'existe pas? Ça c'est ma matrice Q, et du coup ma matrice R, elle va être de la même structure que A. Il y aura juste les éléments ici dans le bloc, le leading block qui est triangulaire sup, et ça c'est 0. D'accord? Donc maintenant, quand on cherche à résoudre le problème de moindre carré, si on s'intéresse au moindre carré B moins AX, ça va être B moins QR X. Et ça, je vais pouvoir factoriser un Q. Donc ça me fait Q facteur de QTB moins RX. Oups, en norme 2. Q étant unitaire, je peux la sortir de la norme. Donc ça me fait du QTB moins RX. D'accord? Et en fait, le vecteur QTB, si on regarde les structures de ces choses-là, donc on est en train de regarder la norme d'un vecteur qui est de dimension M, donc lui qui a des valeurs quelconques, moins R qui a sa structure ici, donc ici la matrice carrée, le bloc de 0 et les termes non nuls, et puis le vecteur X qu'on cherche, c'est un petit vecteur, ici. Donc ça c'est QTB, ça c'est mon R, et ça c'est le X que je cherche. Et tout ça en norme 2. Et donc pour déterminer mon X, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Vous voyez que le X, alors je vais tracer ici.
Ça, ici, j'ai les n premières lignes, et puis là, j'ai m-n qui reste. Quel que soit le choix de x, puisqu'ici, j'ai un 0, je ne vais pas pouvoir modifier le résidu sur les m-n composantes. Enfin, le vecteur QTB, là, quelles que soient les valeurs de x, mon résidu, qui est égal à ça, je ne vais pas pouvoir modifier et avoir un résidu différent des composantes de QTB qui sont les n-n composantes. En revanche, je vais pouvoir choisir x ici, de sorte que j'annule les premières composantes ici, les n premières composantes de mon résidu. Donc en fait, je peux calculer x. Le x, il va être juste la solution. Si j'appelle cette matrice-là qui était R, et j'appelle ce petit bout-là R1, la partie carrée, eh bien le x, il va être juste donné par R1-1, et que j'applique simplement aux premières composantes de QTB. Donc là, je vais l'écrire de 1 de point n. Ça vous parle ces notations? Là, c'est juste les n premières composantes. Là. Ok, tout le monde est d'accord avec ça? Donc ici, c'est ce que si vous avez la facto QR dite full qui vous permet de calculer effectivement la matrice Q qui est unitaire. Vous voyez qu'en revanche, c'est relativement cher parce que si M vaut quelques millions et que N est que quelques dizaines, j'ai besoin de calculer une matrice Q qui est de taille quelques millions. Alors je vous rappelle que ces moindres carrés, généralement on les utilise lorsque on veut identifier des paramètres. Et donc, on a généralement beaucoup plus d'observations que de paramètres à estimer. Mais typiquement, si vous regardez les gens qui travaillent sur le géoïde, qui consiste à calculer le champ d'accélération G à la surface de la Terre qui varie en fonction de la densité des sous-sols, ça se fait par des mesures satellitaires. Les satellites, ils passent très régulièrement au-dessus de nous. Et donc, chaque fois qu'ils passent, il fait des mesures et ça donne des points d'observation. Et donc, il faut résoudre un système de monde carré pour lequel M est très grand devant N. Donc ça, c'est bien, sauf que c'est cher parce qu'il faut la facto Q complète. L'intérêt d'avoir la facto Q complète, c'est que vous voyez, vous avez directement accès au résidu du moindre carré sans résoudre le problème de moindre carré parce que le résidu va être donné par ici les dernières composantes de QTB. Ça va être votre résidu, il est porté par ça, quoi. La norme de résidu, elle est donnée par ça. Ok, donc ça c'est plus cher, mais c'est bien parce que ça nous permet d'avoir accès au résidu sans avoir nécessairement besoin de calculer la solution. Qu'est-ce qu'on peut faire qui est un petit peu moins cher? Et que vous avez certainement vu. Donc c'est toujours une facto QR, sauf que cette fois-ci, alors facteur R, toujours la même structure. Enfin, le facteur R, cette fois-ci, c'était mon facteur R1 précédent. Et maintenant, la matrice Q, en fait, la matrice Q que j'ai ici, elle est plus unitaire, mais elle a des... Q, elle n'est pas unitaire, mais elle a des colonnes qui sortent normales. Donc, je continue à avoir cette égalité-là. J'ai plus l'autre. J'ai plus QQT qui est égal à l'identité, mais je conserve celle-là. Et avec ça, ça suffit pour résoudre mon problème, puisque en fait, Q ici, ça va être une base orthogonale de l'image. Et donc, j'ai tous les éléments pour projeter mon second membre dans l'image et puis résoudre au sens des moindres carrés en faisant une descente remontée sur le facteur R. OK. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué beaucoup la facto QR, et notamment dans des bibliothèques. En fait, il y a pas mal de bibliothèques où, quand on veut résoudre un problème de moindre carré, on fait une facto QR sur laquelle on rajoute une colonne qui est le vecteur second membre, et donc quand on fait la facto QR, ça va directement appliquer les facteurs Q transpose au second membre, et donc on n'a plus besoin
plus besoin simplement de faire la descente remontée sur le facteur R et qui est produit, quoi. On a automatiquement le Qt qui est appliqué à ce dernier vecteur colonne. Vous vous rappelez comment est-ce qu'on peut calculer le facteur Q? Comment est-ce qu'on peut obtenir le facteur Q et le facteur R? Quels sont les outils numériques? Q, c'est le Gram-Schmidt, non? Alors Q, on peut l'avoir par Gram-Schmidt, ouais. R aussi, hein. Parce qu'en fait, donc on peut avoir les QR par Gram-Schmidt. Alors, tant qu'on a parlé de Gram-Schmidt, vous savez que Gram-Schmidt, il y a plusieurs variantes de Gram-Schmidt. Ça, éventuellement, je vous parlerai la prochaine fois, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de la variante classical Gram-Schmidt et Modify Gram-Schmidt? Ok. Et vous savez qu'il y en a une qui est plus stable que l'autre, ou pas? On vous en a parlé de ça? Bon, c'est un peu de teasing, je vous en reparlerai lors du dernier cours quand on va faire un peu de fiabilité du calcul. Donc, la méthode Gram-Schmidt vous permet effectivement de calculer les facteurs Q et les facteurs R. Et les facteurs R, c'est juste les termes d'orthogonalisation, les projections successives que vous faites pour faire l'orthogonalisation qui donnent le facteur R. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme technique? Givens. Il n'y a pas par Krylov? On peut faire par des rotations de Givens, ouais. Krylov? Non. Disons qu'on fait, il y a du Gram-Schmidt lorsqu'on utilise des méthodes de Krylov pour orthogonaliser la base. Mais après, il y a des techniques de Krylov pour résoudre des problèmes de monde carré, mais là, je parle juste de calculer la facteur QR. Donc, il y a la rotation de Givens, et puis il y a peut-être autre chose que vous avez vu. Quelque chose qui est aussi stable que les rotations de Givens. Vous pouvez faire ça par des symétries en utilisant les Householder. Ça vous rappelle des choses, ça? Vous avez une transformation, vous pouvez faire des transformations en base de réflexions d'Householder successives qui vous permettent essentiellement, lorsque vous prenez par exemple la première colonne, de garder un premier terme non nul et de mettre 0 tout ce qui est là, en projetant en fait le premier vecteur sur le vecteur E1. D'accord? Et puis une fois que vous avez fait cette projection-là, vous mettez à jour le reste de la matrice. Et puis à l'étape suivante, vous allez le deuxième vecteur qui est plein, vous allez le projeter lui sur à nouveau le premier vecteur de la base, mais d'une base qui est sur un espace plus petit. Et comme ça, par des réflexions successives, vous allez, après vous faites une mise à jour. Et puis, étape suivante, vous allez à nouveau projeter le troisième sur... et de proche en proche, comme ça, vous allez vous transformer votre matrice A en triangulaire sup. Et en fait, avec un coût additionnel qui est de juste stocker une diagonale pour R, vous pouvez stocker en fait dans la matrice A les vecteurs qui définissent les réflexions d'Householder. Ça vous rappelle des choses, ça? Donc là, si on fait du Householder comme ça, eh bien, on peut avoir un algorithme qui s'appelle, qui est un algorithme dit in place, parce que on va écraser dans la structure de données qui permettait de représenter A, on va pouvoir écrire dans la partie triangulaire sup de la partie carrée le facteur R, et dans les parties triangulaires inférieures, entre guillemets, on va stocker les vecteurs d'Householder qui permettent de définir les rotations successives, enfin les réflexions successives. D'accord? Et en fait, là, on a le facteur Q, on ne l'aura pas explicitement, mais on l'aura à travers des produits successifs par des transformations de Householder élémentaires. Ok? Parce que, si je reprends mon code couleur, je vais avoir une première réflexion QH de 1, et puis ensuite je vais avoir quelque chose qui sera du
QH de 2 qui s'applique en fait pas sur l'intégralité du vecteur, mais sur une sous-partie, etc. Donc je peux avoir implicitement accès à mon facteur Q comme étant le produit de réflexions successives de type Householder. Et ça me permettra de calculer mon QTB, si j'ai besoin de calculer mon QTB, pour résoudre mon problème de moindre carré. Donc la question maintenant est, si je veux paralléliser ma factorisation QR, qu'est-ce que je peux faire? Ou est-ce que là-dedans, j'ai potentiellement du parallélisme? Le parallélisme, je vous rappelle, c'est qu'il faut arriver à écrire les algorithmes de sorte qu'ils fassent apparaître des opérations qui sont indépendantes. Là, l'algo tel que je viens de le décrire, il est quand même essentiellement séquentiel puisqu'il va travailler d'abord sur la première colonne, faire une mise à jour de l'intégralité de la matrice, faire travailler sur la deuxième colonne, travailler sur l'intégralité de la matrice, etc. Il y a un petit peu comme enfin, les dépendances de données sont assez similaires à celles qu'on aurait dans du Gram-Schmidt. On orthogonalise le premier vecteur, on normalise le premier vecteur, puis après on orthogonalise le second par rapport au premier, et comme ça, de proche en proche, on traite tous les vecteurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est a priori très, très séquentiel. Alternativement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc pour faire du parallélisme, on aimerait faire apparaître des opérations indépendantes, et donc, par exemple, si ça c'est ma matrice A, toujours, j'aimerais bien pouvoir la couper en morceaux, par exemple en deux moitiés, et puis j'aimerais bien faire peut-être une phato QR ici, une petite, hein, et puis une phato QR ici. Si j'ai ça, est-ce que j'ai progressé dans ma factorisation QR? Là, vous voyez que du coup, si je fais ça, j'arrive à exprimer des opérations indépendantes. Je vais pouvoir faire des phato QR sur des parties différentes de la matrice A. En revanche, les facteurs que je calcule, donc si je regarde la transformation que j'ai à ce niveau-là, hein, je vais avoir... pardon, je ne vais pas le dessiner comme ça. En fait, ouais, ce que j'ai fait sur ma matrice en question, c'est j'ai mis ici un facteur R1, et puis ici j'ai mis un facteur R2. Donc ça, j'ai pas la photo QR de la matrice de départ. En revanche, ça, comment je peux l'écrire? Ça va effacer ça. Vous êtes d'accord avec cette égalité? Si je fais mon produit de cette matrice, ici j'ai des zéros, ici j'ai mis Q1, Q2, je retombe bien sur ma matrice de départ qui est Q1, R1, Q2, R2, et ça c'est A. D'accord? Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette matrice-là? Elle est diagonale par bloc, c'est ça? Oui, elle est diagonale par bloc, mais alors ça c'est une information structurelle, par contre en termes de propriété numérique de ces colonnes. Normal. Oui, alors pourquoi? Vous voyez que Q1 est orthonormal, Q2 est aussi orthonormal. ouais. Et si on multiplie une colonne de Q1 avec une autre colonne de Q2, il n'y a que des zéros qui se multiplient avec Q1 et des zéros qui se multiplient avec Q2. Voilà. En fait les colonnes qui sont ici et les colonnes qui sont ici sont structurellement orthogonales, puisqu'on a effectivement des blocs de zéro, on regarde des termes en nul. Donc là, on a ces colonnes ici, que j'appelle petit 1 et colonne petit 2 ici, sont structurellement orthogonales puisqu'elles ont des blocs de zéro au regard des unes des autres. Donc en fait, effectivement, cette matrice-là,
elle a des colonnes qui sont orthonormales. Alors là, est-ce que j'ai progressé sur ma facto QR? Donc là, j'ai commencé à faire apparaître quelque chose qui a dans les colonnes sont orthonormales. En revanche, ici, j'ai pas encore mon facteur R, j'ai un truc qui est bizarre, qui est quelque chose qui a cette structure-là. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour essayer de faire progresser ma facto QR? Qu'est-ce qui se passe si je fais la facto QR de ce truc-là? Donc ça, on va mettre des indices. Ça c'est à la première étape, je fais cette factorisation-là. Et la deuxième étape, d'accord, ce qui veut dire que cette matrice-là, je vais l'écrire sous la forme, ça va être mon Q 1, 2, et puis je vais avoir et en fait le facteur R1 que j'exhibe ici, c'est en fait le facteur R de ma factorisation QR, puisqu'en fait maintenant j'ai le produit d'une matrice dans les colonnes orthonormales par une autre matrice dans les colonnes orthonormales. Et donc, qu'est-ce que je peux dire si j'appelle ça grand Q1 et ça Q1, 2? Qu'est-ce que je peux dire de Q1, 1 fois Q1, 2? Ça, c'est l'identité, puisque ma matrice, celle-là, est à colonne orthonormale. Et puis, du coup, ça aussi, le produit des deux qui restent, là, ça va être aussi l'identité, parce que cette matrice-là est à colonne orthonormale. Donc là, implicitement, en faisant le produit des différents facteurs Q que j'ai calculés dans ce schéma-là, je suis capable d'exhiber en fait un facteur, une matrice dont les colonnes sont orthonormales. Et donc, ce que j'ai produit ici, c'est ma facto QR. Et j'ai produit une facto QR en exhibant du parallélisme ici parce que j'ai décomposé ma matrice A de départ en deux blocs colonnes, en deux blocs lignes, pardon, et j'ai pu calculer mes facto QR de façon indépendante sur les deux blocs lignes. OK? Alors, est-ce que cette idée-là, elle peut se... Donc là, c'est bien, enfin, c'est bien. Disons que c'est un schéma qui permet de calculer une facto QR en exhibant du parallélisme, et on n'en exhibe pas tant que ça, parce qu'ici, j'étais capable d'alimenter que deux processeurs ou deux cœurs de calcul. D'accord? Les cœurs de calcul qui ont fait les calculs ici sur les deux parties indépendantes de la matrice de départ. Est-ce que je peux faire quelque chose qui me permettrait d'exhiber davantage de parallélisme? Souvent, quand on a une solution qui permet de faire deux, il suffit de l'appliquer de façon récursive pour faire plus, quoi. Donc en fait, pour faire apparaître davantage de parallélisme, en fait, il faut que je découpe en plus de morceaux. Et si je découpe en plus de morceaux, je vais faire apparaître cette fois-ci une matrice ici qui ne va pas avoir deux blocs, mais qui va en avoir quatre. Donc au départ, j'avais 4 processeurs qui étaient actifs, et puis le coup d'après, je vais pouvoir couper encore en deux, et en avoir plus que deux. Et puis le coup d'après, je n'aurai plus qu'un seul de dispo. Donc ça vous permet en fait... Alors,
c'est ce qui est représenté sur les planches. Donc ça, c'est ce qu'il y a sur les planches, c'est essentiellement ce que je vous ai réécrit sur le pseudo-tableau. Et puis, ça, c'est l'algo que je vous ai décrit dans le cas où on a décomposé la matrice A en 2 blocs lignes. On peut le décomposer en 4 blocs lignes. Les choses s'écrivent aussi, elles sont un petit peu plus compliquées. Enfin, on va avoir plus d'étapes dans l'algorithme, mais on va pouvoir produire implicitement le facteur Q comme des produits de matrice orthonormale. Et puis à la fin, on va être capable d'exhiber le facteur R, qui est le facteur R de la factorisation QR. Alors, en termes de parallélisme, ça se passe comme ça. Donc ça, vous attaquez, vous découpez en 4. Et puis maintenant que j'ai mes 4 morceaux, je peux à nouveau alimenter 2 processeurs qui vont faire chacun les factos QR sur ces matrices qui ont des structures un peu particulières. Alors là, on pourra utiliser des noyaux particuliers pour prendre en compte le fait qu'on a déjà pas mal de zéros, par exemple, dans la première colonne. Et puis une fois qu'on a fait la facto QR à nouveau en parallèle de ces 2 petits blocs superposés, eh bien on les assemble et on fait la facto QR du bloc assemblé. Donc ça, vous voyez que ça ressemble assez, c'est une technique qui permet d'exhiber du parallélisme. Vous êtes d'accord qu'on exhibe du parallélisme puisqu'on a été capable de mettre en évidence des calculs indépendants. Alors, c'est des calculs qui sont indépendants sur des matrices qui sont plus petites. Pour autant, vu qu'on a ces différentes étapes qui s'enchaînent, on va faire plus de calculs globalement que si on avait fait, si on compte le nombre d'opérations flottantes utilisées par l'ensemble des cœurs de calcul qui vont implémenter cet algorithme-là, on fait quelques opérations flottantes en plus. Et on a aussi un coût mémoire qui est supérieur dans la mesure où... Alors, est-ce que j'ai pas moyen pour pointer quelque chose là, sur ce truc-là à noter. Focus. Vous voyez que si j'avais eu mes vecteurs d'Householder sur la première colonne, ils auraient été de cette longueur-là. D'accord. Ici, je vais avoir, à la première étape, je vais avoir des petits vecteurs d'Householder de taille des petits blocs blancs que j'ai ici. Mais ces petits vecteurs d'Householder, en fait, je vais venir les réécrire. J'en ai besoin de davantage pour faire la factorisation verte et je vais en avoir besoin aussi de davantage qui sont plus petits, mais malgré tout qui vont avoir une surface supérieure à ce que j'avais initialement pour faire la facto QR du dernier bloc. Donc en fait, ça c'est un algorithme, si on regardait la complexité en détail, qui permet d'exhiber du parallélisme, mais qui a un surcoût mémoire et qui a aussi un surcoût en nombre d'opérations flottantes. Alors, en termes de temps de calcul final, on va y gagner parce qu'on on va faire quelques opérations supplémentaires, mais on va les faire simultanément sur les différentes cœurs de calcul, donc on ira plus vite. Mais c'est un algorithme un peu plus cher que le problème de départ, et ça illustre un truc qui est assez classique lorsqu'on est obligé de modifier les algorithmes pour exhiber des calculs indépendants et du parallélisme. C'est que le parallélisme qu'on va exhiber, généralement, arrive avec un certain surcoût qui peut être à la fois mémoire et nombre d'opérations flottantes. Enfin, il n'y a pas de magie nulle part. En général, il y a une loi algorithmique qui est préservée, qui est la loi de conservation des ennuis. Ce que vous gagnez d'un côté, vous le perdez de l'autre. Alors ça, c'est le cas où on a a priori une puissance de 2 de processeur, mais en fait, on peut faire ça de la façon complètement indépendante du nombre de blocs. Et ça, ici, c'est un exemple où on va décomposer la matrice en 3 blocs, parce que par exemple, on avait trois cœurs de calcul, donc l'algo commence sur la même façon. Je fais des facto QR sur les petits blocs au départ, et puis ensuite, j'empile entre guillemets mes facteurs R, puis mes facteurs R, je les regroupe en sous-paquets. Donc là, je vais faire un sous-paquet qui est avec deux facteurs R et puis le troisième. Et puis le coup d'après, j'empile mes 2 facteurs R qui résultent pour avoir ma facto QR complète. Donc ça ressemblerait à ça si on devait le dessiner. J'attaque avec ma facto QR des 3 blocs indépendants. J'assemble que mes 2 facteurs R qui correspondent aux 2 premiers blocs. J'en fais la facto QR. Et puis le facteur Q qui résulte. Le facteur R, pardon, qui résulte, je l'empile sur le premier facteur R de la dernier bloc ligne et je fais ma facto QR.
Ok. Donc ça, c'est en fait ce qu'on va appeler un arbre de réduction binaire. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle un arbre de réduction? Parce qu'en fait, là, ce qu'on est en train de faire en utilisant une opération qui est associative, qui est calculer le facteur R d'une matrice, c'est rien d'autre que ce que vous faites, ou ce qu'on peut faire, pardon, plutôt, si on voulait faire un autre type de réduction qui serait, par exemple, non, ça c'est ce que j'ai pas stocké, dommage. Si je fais une opération de réduction bien plus simple, hein, supposez que j'ai un vecteur, et puis ce vecteur, je veux en calculer la norme 2. Et que là, vous êtes, je ne sais pas combien, vous êtes 34 connectés, donc en fait, si je devais faire travailler tout le monde, je prendrais ce vecteur-là, je le coupe en 34 morceaux, d'accord, ça c'est différentes entrées, je vous en donne à chacun un bout, et je veux calculer sa norme 2. Ça, c'est un algo dont on a déjà parlé. Chacun d'entre vous peut calculer la norme 2 de son sous-ensemble, la norme 2 au carré, donc du premier morceau, la norme 2 des entrées suivantes, etc. Et puis ensuite, donc vous êtes 32. Pour avoir la norme 2 du vecteur, il faut que je somme tout ça. OK ? Pour sommer tout ça, comment est-ce que je peux faire? Il y a une solution qui est un peu bestiale qui consisterait à dire vous m'envoyez tous vos normes 2 au carré et c'est moi qui vais les sommer. Donc si on devait dessiner ça, c'est tout le monde envoie à une même personne qui fait la somme. Ça, quel défaut ça peut avoir de votre point de vue? Pourquoi cet algo-là qui fonctionnerait, hein, mais pour autant, ce ne serait pas très efficace. C'est pas là où ça peut faire un goulot d'étranglement ou un truc comme ça? Oui, absolument. Donc là, vous avez un goulot d'étranglement au niveau du gars là, qui va faire la somme. Donc lui, il va être bombardé d'informations. Il va falloir qu'il les prenne les unes après les autres. Et donc, ça crée un goulot d'étranglement. Et en plus, vous n'avez pas beaucoup de parallélisme parce que vous en exhibez dans la première phase ici. Et puis après, votre algo ici, il est complètement séquentiel. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire qui est quand même un chouïa plus malin? Donc ça, c'est bien, mais c'est... fonctionnellement, c'est OK, mais c'est pas efficace. Ce qu'on peut faire qui est un chouïa plus malin, c'est avoir un arbre, ce qu'on appelle un arbre de réduction. C'est donc prendre les calculs partiels et puis les assembler paire à paire. Alors, en supposant que... D'accord. Et puis, ces assemblages partiels, on va à nouveau les assembler. Et puis, le coup d'après, ici, j'aurai effectivement la somme de tout le monde. Ici, sur toutes les étapes précédentes, j'ai les sommes partielles. Et puis là, j'ai la somme correcte. Et l'intérêt, c'est que je continue à exhiber dans cette étape-là d'assemblage, je continue à exhiber du parallélisme parce qu'en fait, chacun de ces points qui sont ici, ça représente un calcul qui est juste une somme, certes, et qui représente un calcul. Et voilà, donc ça, c'est ce qui va s'appeler un arbre de réduction parce que c'est un arbre qui permet d'assembler les résultats partiels. Alors, il y a des réductions qui sont plus efficaces, hein. Enfin, on ne va pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui, mais il y a des réductions qui sont plus efficaces qui font qu'à la fin, on peut avoir le résultat connu de tout le monde, alors que là, on a que le résultat partiel connu d'un seul pro. Et cet arbre de réduction, c'est très précisément le même, enfin, il a la même structure en tous les cas que celui qu'on a lorsqu'on veut faire une facto QR. Vous voyez que les facto QR, on fait des facto QR partiels. Et puis, on voit peut-être mieux sur le cas avec 4 blocs. Lorsqu'on a 4 blocs, vous voyez qu'ici, on a un arbre binaire qui permet de faire un assemblage qui n'est pas une somme. Donc l'opération élémentaire qu'on fait sur les nœuds de l'arbre, ce n'est pas une somme, c'est une facto QR.
En fait, il se trouve que cette factorisation QR, en tout cas calculer le facteur R, c'est aussi une opération qui est associative et donc qui peut être vue comme une réduction sur une opération non élémentaire. Donc ça, typiquement, vous voyez, c'est lorsque vous avez besoin de prendre un autre calcul et que vous devez le paralléliser, il faut remettre en cause l'algorithme de base que vous avez pu croiser lorsque vous avez résolu pour la première fois ce type de problème. Et ça, c'est un exemple où, pour faire une facteur QR en parallèle, on est obligé de réfléchir à nouveau et de remettre en cause l'algo séquentiel qui est présenté dans les textbooks et que vous avez dû voir en cours dans notre contexte. À partir du moment où on rajoute la contrainte parallélisme, on a la contrainte exhiber des opérations indépendantes et donc généralement ce qu'on est amené à faire, c'est prendre les données sur lesquelles l'algorithme travaille, les couper en morceaux et arriver à faire des opérations sur ces différents morceaux simultanément. Et puis après se débrouiller pour qu'à la fin on ait quand même le résultat qu'on cherchait à calculer. Donc ça c'est un premier exemple sur la facto QR. Et puis on va voir que en fait on peut faire des choses aussi un petit peu dans le cas de l'algèbre linéaire dense. Dans le cas de l'algèbre linéaire dense, on va prendre un algo qui est la factorisation LU, donc pivot de Gauss, d'accord. Donc je ne sais pas si vous avez votre cours en tête, mais ça c'est essentiellement un algorithme que vous avez dû voir pour faire donc calculer la factorisation LU d'une matrice A carré. Ça prend essentiellement cette forme, c'est un algo qui s'écrit essentiellement avec 3 boucles imbriquées. Là encore, c'est ce qui s'appelle une factorisation in place, puisque lorsqu'on aura fini d'exécuter cet algorithme, la matrice A, elle contiendra plus les éléments de la matrice initiale, mais elle contiendra, dans sa partie triangulaire sup, elle contiendra le facteur U, et dans sa partie triangulaire inférieure, elle contiendra le facteur L. Ok? Vous avez déjà vu ça ou pas? Ça vous rappelle des choses? La factorisation LU d'une matrice dense. L'algo, sans être familier, vous rappelle des choses ou pas? Alors, dans ce que je vous ai dit là, il n'y a pas quelque chose qui vous choque en disant que c'est une factor in place et donc que je vais retrouver dans la partie triangulaire sup le facteur U, dans la partie triangulaire F le facteur L. Il n'y a pas un petit coin ou un endroit où ça coince parce que les deux matrices se recouvrent un peu sur la diagonale, par exemple. Il y a un problème, non? Ouais. Donc il y a un problème sur la diagonale, mais alors du coup, pourquoi est-ce que c'est un faux problème? Parce qu'il n'y a que des 1. Voilà, c'est ça. Voilà. Après, on exploite la connaissance de l'algo qui est que la triangulaire inférieure, elle a juste des 1 sur sa diagonale, et du coup, vu qu'on sait que c'est des 1 sur la diagonale, on ne les stocke pas. Et c'est ce qui nous permet de nous sauver et de ne pas avoir à stocker une diagonale en plus. Alors si je regarde un petit peu comment fonctionne l'algo, l'algo il progresse donc sur K, il va balayer donc la matrice est carrée, donc vous pouvez le voir soit par ligne, soit par colonne, mais vous allez avoir, alors, attendez, je vais essayer de récupérer encore, je ne sais plus où est-ce que j'avais eu ça tout à l'heure. Ici, focus, et donc on va parcourir ici la diagonale de A, et on va choisir un pivot, enfin on va prendre le pivot sur la diagonale, parce que là on va faire un algo sans pivotage. Donc à l'étape K, on est en train de considérer le terme diagonal AKK, qui correspond à ce terme-là. Et puis du coup, ce qu'on fait, c'est que on va rentrer sur une boucle sur les lignes, on va calculer les éléments dans la colonne du pivot, donc ce sont les éléments ici AIK. Et puis une fois qu'on a mis à jour l'élément AIK, on va mettre à jour toute la ligne correspondante de la matrice A. D'accord? Puis ensuite, on va progresser sur K. Donc ce qu'on fait, c'est K qui va de 1 à N, et puis ensuite I qui va de K plus 1 à N, qui va me permettre de balayer la colonne de mon pivot. Et pour chaque élément de la colonne du pivot que je mets à jour, je vais mettre à jour sa ligne. D'accord? Donc ça, c'est aussi un algo qui est assez séquentiel. Si on regarde des opérations, c'est des opérations qui sont essentiellement sur des scalaires ou sur des vecteurs éventuellement. Et ça, on peut voir ça comme étant une mise à jour lorsqu'on travaille sur la ligne, on peut dire que c'est une mise à jour qui peut se fait sur des vecteurs lignes. Mais ce sont des opérations à relativement faible granularité.
Alors, en termes de parallélisme, on peut quand même malgré tout exhiber un peu de parallélisme là-dessus, hein, parce que les deux boucles internes ici, sur I et sur J, elles sont potentiellement parallélisables. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ou est-ce que je vous vends du rêve? Si on dessinait l'algo, ce qu'on fait lorsqu'on a calculé le pivot, eh bien en fait tous les éléments dans la colonne ici, ils peuvent être calculés de façon indépendante. Ce sont les AIK qui sont ici et je peux les calculer de façon indépendante puisqu'ils dépendent juste de AKK que je viens de choisir. Et ensuite, il faut regarder l'update qui est fait là. En fait, là, on va mettre à jour la ligne. Et pour mettre à jour la ligne, on va utiliser le pivot qu'on a calculé et puis l'élément correspondant dans la ligne colonne du pivot. D'accord? Donc ça, ces deux boucles-là, elles sont éventuellement parallélisables. Donc on a un peu de parallélisme si on devait l'exprimer comme ça. Alors ça c'est bien, mais vous avez vu, enfin, ce que vous voyez lorsque vous faites votre produit matrice vecteur, là, votre produit matrice en BE, c'est que bien qu'on ait du parallélisme, c'est quand même pas des opérations qui soient super efficaces. Et donc ce qu'on aimerait bien, c'est là aussi reformuler l'algorithme et le reformuler en utilisant des routines qui font du calcul très efficacement et en particulier d'utiliser des routines qui sont basées sur le BLAS3 dont qu'on a vu la semaine dernière et en particulier essayer d'écrire les algos en faisant apparaître le plus possible des opérations de type matrice-matrice. Alors pour faire ça, ce qu'on peut faire, c'est exactement la même chose que dans le cas de la FactoQR. C'est on va prendre sa matrice de départ et puis on va la couper en morceaux, en blocs. D'accord? Et si je regarde, donc j'ai cette matrice de départ, je la coupe en blocs, et si je regarde les structures induites sur mes facteurs L et U, je retrouve les mêmes décompositions en blocs sur mon facteur L et sur mon facteur U. D'accord? Et si je regarde les équations qui associées à cette égalité-là, ça me dit que le bloc 1,1 ici de A, c'est rien d'autre que le produit du facteur L1 par U1. OK. Et puis, si je regarde les égalités que j'ai sur les 4 blocs, je tombe sur une équation, sur ce genre d'égalité. Et c'est là que vous commencez potentiellement à voir apparaître des opérations de type BLAS, parce que la première étape, elle va consister à faire une factorisation LU du bloc 1,1. Donc ça va être essentiellement un noyau optimisé qui fait une factorisation LU sur une petite matrice. L'étape 2, une fois que je connais mon facteur L1 et U1, ce que je peux faire, c'est ici un produit. Pour calculer U12, je peux calculer U12 en disant que c'est L1-1 à A12. Donc ici, ça c'est une matrice qui est pleine. Ça c'est une matrice qui est triangulaire inférieure. Et donc ça, c'est des opérations à nouveau de type matrice-matrice. Donc ça va être aussi, en fait, ça va être une routine du BLAS qui s'appelle TRSM, qui vous permet de faire cette opération-là et qui est encore de l'algèbre linéaire dense. Donc avec toujours le même intérêt, le même gain potentiel, c'est-à-dire faire n opérations, où n est la taille du bloc, par référence mémoire, et vu que c'est la mémoire qui ralentit le calcul, ça vous permet potentiellement d'avoir des calculs qui s'exécutent extrêmement rapidement. Et puis une fois que je connais ce facteur L1 et U1, donc je peux mettre à jour, calculer U2, mais je peux calculer aussi le facteur L12 en regardant l'égalité du deuxième bloc. Et là, à nouveau, vous voyez apparaître un produit entre deux matrices pleines. Alors, modulo ici qu'on a un -1, mais ça, c'est une triangulaire inférieure, donc on ne va pas faire d'inverse de cette matrice-là, et on va juste faire des descentes sur le facteur, ou des remontées sur le facteur U. Et donc, on va être en capacité à produire le facteur L12 qui intervient ici. Donc, à cette étape-là, on a calculé L11, U11 lors de la factorisation du bloc 1,1. Et puis, en faisant donc 2 appels BLAS, on a pu calculer U12 et L12. Et maintenant, il nous reste à calculer L22 et U22. Alors, si on regarde ce bloc ici, donc A22, on la connaît, c'est la matrice de départ. On vient de calculer L12 à cette opération-là. Et puis, le coup d'avant, on avait calculé U12 qui était le bloc qui était ici. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre à jour cette matrice-là en faisant un produit matrice-matrice
pour tomber sur une matrice carrée, donc ensuite je vais pouvoir faire la factorisation LU. Donc je fais, on produit une matrice, je produis une matrice, et maintenant je peux faire la factorisation LU de cette petite matrice carrée qui résulte de cette mise à jour. Si on devait dessiner ces choses-là, donc ça c'est le carré, ce carré c'est ma matrice de départ grand A. Je la coupe en deux morceaux. Alors pour vous présenter l'algo, j'avais mis deux morceaux de même taille, mais comme précédemment, ce qu'on va faire, c'est cet algo qui est basé sur une décomposition en deux, on va l'appliquer de façon récursive. Donc je vais faire des blocs de taille différentes. Donc là j'ai ici le bloc A11, ici j'ai le bloc A22, d'accord. Et puis, comme précédemment, ce que je vais pouvoir faire, donc là, ces noms un peu barbares, ce sont en fait les noms des routines dans la bibliothèque BLAS 3, et puis dans la bibliothèque dite qui s'appelle LEPAC. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette bibliothèque-là. C'est en fait toute l'algèbre linéaire dense est implantée dans cette librairie-là, qui est disponible si vous travaillez en C, en Fortran ou en C++, et qui est également généralement disponible en Python et des langages un peu plus évolués, mais elle est cachée. C'est caché derrière NumPy ou éventuellement SciPy, mais c'est... Et ensuite, vous avez Intel qui en a fait aussi des implantations très efficaces à travers sa bibliothèque qui s'appelle MKL. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc ça, ce sont des routines donc, qui font essentiellement des opérations BLAS 3, donc opérations de type matrice-matrice, mais ensuite, toutes les routines d'algèbre linéaire dense ont été recodées en s'appuyant sur les routines BLAS 3 élémentaires pour construire des algos plus efficaces, pour résoudre des problèmes de moindre carré, pour résoudre des systèmes linéaires, pour résoudre des problèmes de valeurs propres, etc. Tout exprimé cette fois-ci à base de routines BLAS 3 pour avoir la performance lors de l'exécution. Donc mon algo, il va commencer par faire une factorisation LU du petit bloc qui est ici. D'accord. Et donc ça va se faire en utilisant la routine qui s'appelle GE-TRF. Alors là, il y a la nomenclature. GE, c'est pour GE, c'est General Metrics, et TRF, c'est Triangular Factor. Donc ça paraît barbare, mais si vous manipulez un peu ces librairies, après assez naturellement, le nommage permet de savoir ce qu'elles font. Donc là, je commence par faire la facto de ce bloc-là. Ensuite, je fais la mise à jour du bloc ligne associé à ce bloc diagonal. Ça se fait en appliquant L-1 au bloc A12 qui n'est plus carré dans ce cas-là, mais qui est rectangulaire, mais ça reste valide. Cette opération-là, c'est ce qui s'appelle des triangulaires solve, puisque j'ai une matrice qui est triangulaire inférieure. Appliquer l'inverse de la triangulaire inférieure, ça revient faire des résolutions qu'il faut impliquer d'une résolution par une matrice triangulaire inférieure. Donc c'est ce TRSM, Triangular Solve Right Hand Side. Donc ça me permet de calculer U12. Et puis, en faisant la même chose, mais cette fois-ci en utilisant le facteur U, je peux faire une mise à jour du bloc colonne, là, toujours en utilisant la même fonction BLAS3 qui est TRSM. Et puis ensuite, je vais venir mettre à jour le bloc A22. Et donc, ce bloc A22, je vais faire essentiellement une opération de type matrice-matrice. Donc, celle-là, c'est celle que vous essayez de battre avec vos boucles imbriquées, vos déroulages et puis votre parallélisme. Et vous êtes malgré tout assez loin, je pense, de la perf du BLAS que vous avez sur vos machines. Et ça, c'est essentiellement le GEMM. Et le GEMM, si vous reprenez le dernier transparent, je pense, de la fois précédente, c'est la fonction qui vous permet d'avoir une performance qui est très proche de la petite performance de votre processeur. Donc là, en fait, on va faire du calcul en utilisant des bibliothèques et des opérations extrêmement efficaces. Et une fois qu'on a fait ça, il nous reste à faire la factorisation LU du bloc qui reste, qui a été mis à jour. Et pour faire la factorisation du bloc qui reste, on va utiliser exactement le même algo en redécomposant notre matrice en bloc en 2-2. Et puis, on va commencer par refaire une facto du terme diagonal, du bloc diagonal, faire une mise à jour du bloc ligne, mise à jour du bloc colonne, et puis à nouveau un gros produit matrice pour mettre à jour le bloc de matrice qui reste, alors qui s'appelle souvent le trailing matrix, qui est le bloc carré qui reste. Et puis après, l'algo, il progresse et vous prenez la trailing matrix, vous la décomposez encore en bloc de 2, vous faites la facto LU du bloc diagonal, un update du bloc ligne, update du bloc colonne, et puis
update avec un GEMM de la trailing matrix, et puis vous avez fini. Là, il ne vous reste plus qu'à faire la facto LU du dernier bloc diagonal. Okay. Donc ça, c'est une réécriture, une revisite de l'algo qu'on avait vu dans la première planche sous la forme juste de trois boucles imbriquées qui permettent de faire apparaître des noyaux, des calculs basés sur des opérations de type matrice-matrice et du coup qui vont être infiniment plus efficaces que les trois boucles imbriquées qu'on a vues précédemment. Alors ici, le parallélisme, on n'en a pas nécessairement beaucoup. Le parallélisme, en fait, il va être essentiellement sur... ça, c'est une opération qui est séquentielle. Ensuite, on pourra éventuellement faire cette mise à jour. Ça, c'est une mise à jour qui se fait de façon, éventuellement, en faisant du blast parallèle pour faire les mises à jour des différentes lignes simultanément. Ensuite, on peut avoir éventuellement un parallélisme ici aussi parce qu'on va faire des mises à jour de nos opérations sur des matrices, on peut faire des mises à jour colonne par colonne simultanément. Et puis après, là, on a un produit matrice-matrice, et ça, c'est ce que vous faites en BE. Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut aussi exhiber du parallélisme. Donc là, on va pouvoir écrire son algo comme quelque chose qui est avec du parallélisme, mais il n'y en a quand même pas tant que ça. On a quand même des étapes vraiment de synchronisation, c'est-à-dire on fait la factorisation d'un bloc diagonal, mise à jour bloc ligne, bloc colonne, et puis là, on est obligé de synchroniser tout le monde avant de pouvoir passer au DGMM, et puis ensuite de réappliquer l'algo qui est facto du bloc diagonal, mise à jour bloc ligne, bloc colonne, mise à jour du trailing matrice. Il faut attendre que la matrice complète soit mise à jour avant de faire progresser la facto, quoi. Donc il n'y a pas beaucoup de parallélisme, et c'est un parallélisme, vous voyez, qui est très orienté et efficace lorsqu'on va avoir des vecteurs qui sont longs, et notamment lorsqu'on va faire les mises à jour des lignes et des colonnes, ou bien de la matrice ici restante avec le gros DGMM, mais qui est un parallélisme qui est très efficace, notamment sur les machines vectorielles. Aujourd'hui, où on a des machines avec beaucoup de cœurs, on n'a pas réussi vraiment à exhiber suffisamment de parallélisme pour activer tous les cœurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et à partir du moment où on dit parallélisme, ça veut dire prendre ces données, les casser. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est casser la matrice en tout petits morceaux et la paver. Et on va paver cette matrice en petits blocs de matrices carrées. Et ces petites matrices carrées qui permettent de paver la grande matrice, dans le jargon de l'algèbre linéaire dense, c'est ce qui va s'appeler des tuiles. Donc on va venir coller des tuiles sur cette matrice dense de grande taille. Et du coup, l'algo qu'on a vu précédemment, il va commencer de la même façon. Donc on va faire un facto LU du premier bloc. Mais ensuite, en fait, vous voyez que les mises à jour de toutes ces blocs lignes, on va pouvoir les faire de façon indépendante sur les sous-différentes matrices. Donc là, on va pouvoir exhiber du parallélisme de grain un peu plus grossier, puisque sur cet exemple-là, on va pouvoir avoir 6 cœurs simultanés qui vont travailler sur les 6 blocs qui sont en rose ici. Et puis ensuite, une fois que les 2 blocs qui correspondent à cette partie-là de la matrice ont été mis à jour par le TRSM, en fait, on peut commencer à mettre à jour ce bloc-là de la matrice par une matrice-matrice. Et à partir du moment où on a fait la mise à jour de ce bloc-là par du matrice-matrice, pendant qu'on va pouvoir continuer à faire les mises à jour du produit matrice-matrice sur le reste de la matrice, on va pouvoir commencer à faire la facto de ce bloc diagonal. Donc là, on est en train d'introduire des choses avec davantage de parallélisme, parce que on travaille sur des blocs de taille plus petite, et en fait, on va pouvoir casser les synchronisations, et on va pouvoir relâcher cette grosse synchronisation qu'on avait précédemment, qui était que j'attendais d'avoir fini de mettre à jour tout le bloc ligne et tout le bloc colonne pour me permettre de faire la mise à jour avec un énorme DGMM, l'intégralité de la matrice restante. Là, je coupe en petites matrices, je vais faire des opérations sur les sous-matrices, et du coup, à partir du moment où une sous-matrice a été mise à jour, et en particulier ici le deuxième bloc diagonal, je peux commencer à faire sa factorisation LU sans avoir à attendre que les autres blocs aient effectivement fini d'être traités. Donc l'algo, il va ressembler à ça. Donc il y a davantage de parallélisme exhibé parce qu'on travaille sur des morceaux de matrice plus petites qu'on a réussi à décomposer. Ça permet de faire de l'optimisation de code sur des matrices qui sont à shape
données. Donc, je ne travaille plus que sur des matrices qui sont toujours des petites matrices carrées, alors que dans l'algo précédent, j'avais des blocs lignes et des blocs colonnes, et puis les blocs lignes et les blocs colonnes, au cours de l'algo, ils devenaient de plus en plus petits. Et puis, en fait, ça c'est aujourd'hui la façon dont les choses sont vraiment implantées sur les architectures multicœurs modernes. Alors, l'autre avantage d'avoir cette approche-là, c'est qu'en fait, on va pouvoir avoir une représentation de cette exécution-là sous la forme de ce qu'on va appeler un graphe de tâches, pardon. Donc là, maintenant, chacune des opérations élémentaires, je vais les représenter par un petit rond, d'accord? Et donc, la couleur va représenter le noyau que j'ai besoin d'exécuter. Et je vais construire un graphe où, en fait, je vais mettre une arête chaque fois que la sortie de l'opération associée à la tâche courante, donc ici, lorsque je vais avoir fini la factorisation LU de ce petit bloc-là, en fait, je vais pouvoir faire des TRSM sur tous les 3 blocs colonnes, par exemple, associés au bloc diagonal. Alors là, je suis sur une facto Cholesky. Et à partir du moment où j'ai fini de faire l'update sur le premier bloc extra-diagonal ici, en fait, je peux commencer à faire une mise à jour du bloc diagonal qui est ici. Alors ici, c'est l'algo de Cholesky, ce que précédemment je vous ai présenté, parce que c'est plus simple à écrire, la factorisation LU. LU sans pivotage et Cholesky, c'est très proche. La différence, c'est que dans le Cholesky, on va exploiter la symétrie et que du coup, par exemple ici, lorsqu'on va faire la mise à jour, c'est pas être une mise à jour avec un DGMM, mais ça va être un produit de 2 matrices qui seront transposées l'un de l'autre. Et donc ça, c'est une routine BLAS particulière qui s'appelle le Symmetric Rank Update, le SYRK ici. Et puis lorsque j'ai fini de faire la mise à jour de ce bloc ici et de ce bloc ici, je peux venir faire la mise à jour du bloc qui est ici. Et ça, c'est un produit matrice-matrice. Donc c'est ce GMM. Et les 2 arêtes que je vais rajouter ici sont juste 2 arêtes qui disent que ce GMM, je ne peux le faire que lorsque j'aurai fini d'exécuter les 2 TRSM associés à ces 2 tâches ici. Donc il faut que j'aurai fini de faire le calcul ici et le calcul là. Non, pardon, le calcul ici et le calcul là. Parce que c'est la symétrique. Vous voyez comment je construis le graphe? Donc l'étape suivante, si je fais le DGMM sur ce bloc-là, j'ai besoin de connaître, d'avoir mis à jour le bloc ici dans le bloc ligne, le bloc colonne, pardon. Si j'avais la factorisation LU, il faudrait que je connaisse le bloc associé ici sur la ligne que je viens d'éliminer. Vu que je suis symétrique, ce bloc-là, je le retrouve ici. C'est pour ça que j'ai cette couleur qui apparaît là. Et donc, ce bloc-là et ce bloc-là seront disponibles à partir du moment où j'aurai fini de faire mon TRSM, qui m'a permis de faire la mise à jour sur mon bloc colonne dans son intégralité. Donc à partir du moment où j'ai fini de faire la mise à jour de ce bloc, du deuxième bloc, le troisième bloc dans la colonne, en fait, je peux mettre à jour le terme diagonal, qui correspond au GMM dans ma factorisation LU, mais là je l'ai décomposé en petits morceaux. Et puis je peux finir de faire la mise à jour de ma matrice, donc le dernier bloc ici, et puis un update symétrie ici. Donc là je vais construire un graphe qui à la fin va ressembler à ça, où chacun des sommets en fait correspond à une opération, soit factorisation de Cholesky, soit une décentrement sur des facteurs triangulaires, soit un produit entre 2 matrices transposées l'une de l'autre, ou bien des produits matrices généraux. D'accord. Donc ça, c'est une représentation de l'exécution de mon algorithme qui me donne les dépendances que je vais avoir entre les différentes étapes de calcul qui correspondent en fait à l'algo qui est présenté sur la partie gauche du transparent. Et en fait, d'un point de vue informatique, ce graphe-là, on va pouvoir s'en servir pour exécuter en parallèle ces différentes tâches sur les différents cœurs de calcul, parce que ces différentes tâches, on connaît exactement comment elles dépendent les unes des autres. Et notamment, on va pouvoir regarder ce qu'on appelle le chemin critique, c'est-à-dire comment traverser ce graphe en prenant le chemin le plus court. Et ça va vous donner des priorités sur l'exécution des différentes tâches. Chacune des tâches, une fois que la première est exécutée, vous voyez que toutes les tâches qui en dépendent peuvent être exécutées.
Et donc, si on a suffisamment de cœurs de calcul, ben, on va alimenter autant de cœurs de calcul qui sont disponibles sur la machine. Si on n'a pas assez de cœurs de calcul, ben, on va exécuter la tâche qui va se trouver sur le chemin critique, qui va être en fait cette tâche-là, parce que celle-là va permettre de débloquer celle-là, qui va permettre de débloquer celle-là, qui après permet d'exécuter la chaîne ici. Donc sur ce graphe-là, on peut définir un chemin critique et qui va aider en fait l'ordonnanceur, le scheduler, pour faire l'activation des tâches et l'exécution de ces tâches. Et une fois qu'une tâche est exécutée, ben, on a un mécanisme qui permet de dire ben, les tâches étant exécutées, les tâches filles sont libérées de la contrainte associée à cette tâche-là. Et lorsque ben, toutes les contraintes ont été relâchées, par exemple ici sur la tâche ici en vert ici, vous voyez qu'elle a deux parents, et il faut que les deux parents soient exécutés avant qu'elle puisse elle-même s'exécuter. D'accord. Et donc ça va être pris en charge par un truc qui s'appelle un système de runtime à base de tâches et qui va prendre en charge la distribution non seulement des tâches, mais aussi des données qui sont associées à ces tâches-là. Ici, c'est un exemple sur lequel j'ai une machine que je représente avec des CPU et des GPU. Et donc, ce que va faire ce runtime system, c'est en regardant le graphe, choisir où exécuter la tâche, parce qu'il aura un modèle de performance qui lui permettra de savoir que, par exemple, la factorisation de Cholesky, elle est plus efficace sur un CPU que sur un GPU. Et ça, elle le sait parce qu'il y a une phase qu'on pourrait appeler aujourd'hui pour faire moderne d'apprentissage, qui vous a permis d'exécuter ces tâches-là dans des exécutions précédentes, qui permettent de renseigner des tables de performance. Et donc, lorsque le runtime va avoir l'information qui lui est transmise par un code qui est très simple, qui est exactement le code qui est précisé ici. Ici, vous avez le code de la factorisation de Cholesky. Les seules choses qu'on a rajoutées, c'est ici des arguments retry pour dire comment est-ce que la tâche modifie les paramètres d'entrée. Donc ici, lorsqu'on fait la factorisation de Cholesky du bloc diagonal, le bloc diagonal, on y accède en lecture pour connaître les valeurs avant la factorisation et en écriture parce qu'on vient écraser les valeurs par la phase toute Cholesky. Donc tout ça, c'est votre algo, il s'exprime vraiment de façon très très similaire à ce qu'on avait, on aurait pu l'écrire dans un cas sans tâche. Simplement, maintenant, vous avez le runtime qui est capable de savoir quelle est la tâche à exécuter, connaître les données sur lesquelles il a besoin d'exécuter sa tâche, connaître leurs caractéristiques en termes de dimension et donc faire les bons choix sur quel cœur de calcul, potentiellement des cœurs hétérogènes, réaliser l'opération. Donc ça, c'est un exemple où le produit matrice, la factorisation de Cholesky d'une matrice carrée est plus efficace si on le réalise sur un CPU. Et puis, une fois qu'on a exécuté cette tâche, en fait, le graphe se réduit puisque la tâche disparaît. Et là, vous voyez qu'à nouveau, maintenant, vous avez du parallélisme qui apparaît puisque vous avez ici dans le graphe 3 tâches qui n'ont pas de précédent et du coup qui sont activables et donc exécutables. Et donc, ce que va faire le runtime, c'est découvrir ces 3 tâches et puis ensuite de décider quelle est la tâche qu'il exécute et où il exécute. Donc là, c'est un exemple où en fait les deux premières tâches, ici, ce que je voulais dire, ça c'est un quad-core, d'accord, c'est plus 4 cœurs, donc il exécute les 3 premières TRSM, il est fait sur le CPU. Et puis après, l'opération continue. Et bon, là, on a besoin, par exemple, de faire un rank update. C'est un exemple où en fait le rank update va être schedulé sur le GPU. Et le gros intérêt également d'utiliser ce genre d'outil de runtime system, c'est que aujourd'hui, lorsque vous avez une machine hétérogène et notamment lorsque vous avez des CPU et des GPU, le transfert des données entre le CPU et le GPU sont à la charge du programmeur. Donc si vous deviez le faire à la main, il faudrait que dans votre code, vous rajoutiez des directives pour dire la donnée sur laquelle je fais travailler mon GPU, ces données qui sont stockées à tel endroit dans la mémoire de ma machine, je veux les charger sur le GPU. Donc, ce qui veut dire que dans votre code, vous allez commencer à entrelacer des opérations logiques qui sont de l'algorithmique de l'opération que vous voulez faire, et puis de la mise en œuvre parallèle un peu fine, qui est des transferts de données entre la mémoire du CPU et du GPU. Là, le gros avantage de ces outils de runtime system, c'est qu'ils sont capables d'analyser les dépendances de données et de les inférer, et du coup de précharger les données qui doivent être utilisées
sur l'unité de calcul sur laquelle il va lancer l'opération. Et ensuite, savoir sur quelle unité de calcul les résultats sont disponibles pour prendre cette information en considération lors du scheduling de la tâche qui aura besoin de consommer les données en question. Typiquement, si j'ai produit des résultats sur un GPU, le runtime va a priori garder ces données sur le GPU pour faire l'opération suivante qui va dépendre de ça. Voilà, donc là après, vous avez toutes ces opérations de transfert mémoire qui sont prises en charge par le runtime system. Alors ça, ce sont des choses qui commencent à être disponibles, ce genre de programmation dite par tâche, qui sont disponibles dans tout un tas d'outils qui sont développés dans différents labos à travers le monde et qui commencent à apparaître dans le standard OpenNP. C'est-à-dire que le standard OpenNP est en train de faire une synthèse de tout ce qui se passe dans ce monde-là pour le rendre accessible dans un formalisme à la OpenNP, alors qui est un petit peu différent de ce que vous avez vu en cours et en TP. En particulier, ce qu'on ne vous a pas présenté dans OpenNP en TD et BE, c'est ces notions de tâches qui existent dans OpenNP avec un formalisme particulier pour décrire ces dépendances entre les tâches qui vont permettre au runtime d'OpenNP de faire le bon scheduling. Voilà, j'en ai fini sur ces parties algorithmiques. Si vous avez des questions, allez-y. Si ça peut vous décontracter, il n'y aura pas des questions de type algorithmique à l'examen. L'objet de ce cours-là, c'était juste vous dire que les algorithmes que vous avez pu manipuler jusqu'à présent, alors là, on parle essentiellement d'algèbre linéaire parce que c'est sans doute le cadre le plus simple pour les présenter, et puis c'est des choses dont on a besoin dans de nombreux codes de simulation ou d'analyse de données. Ces algos-là qu'on vous a présentés dans un cours d'analyse numérique, le jour où on a besoin de les mettre en œuvre efficacement sur une machine, il faut quand même les revisiter un petit peu pour, faire apparaître des opérations indépendantes et donc du parallélisme, et puis avoir des opérations qui soient le plus possible sur des données un peu volumineuses, et de préférence avec des opérations de type BLAS3 si on fait l'algèbre linéaire, pour arriver à tirer parti de la performance de ces routines de BLAS3 qui sont optimisées sur les architectures de calcul. Alors typiquement, si pour les gens qui font des données sous un noyau de calcul d'algèbre linéaire qui est très fréquemment utilisé, c'est la SVD. Il y a aussi des calculs de SVD à base de BLAS3. Voilà, j'en ai fini sur cette partie-là. Vous avez des questions? Peut-être que j'aurais pas dû vous dire en préambule qu'il n'y aura rien sur cette partie-là du cours à l'examen. S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se revoit cette semaine, si on se revoit cette semaine. On se voit vendredi, matin et après-midi. Vendredi, on passe la journée ensemble quasiment. Bon, donc le dernier cours, là je vous ai parlé donc de machines qui font beaucoup d'opérations flottantes. Ce que je vous ai dit aussi, c'est que les opérations flottantes, chaque fois qu'on fait une opération flottante, on fait une erreur. Et que si on fait beaucoup d'opérations flottantes, a priori, on va faire beaucoup d'erreurs. Et donc l'analyse de comptoir qu'on pourrait avoir en faisant une analyse à l'ordre 0, c'est que plus on va faire de calculs, plus les résultats seront faux. C'est pas tout à fait vrai. Et ce qu'on verra la prochaine fois, c'est que aujourd'hui on dispose d'outils pour analyser un petit peu le comportement en arithmétique finie de ces calculs qui sont dits intensifs. Et que là encore, on est obligé de revisiter les algos qu'on utilise, et en faisant parfois des choses que, comme vous verrez, sont assez curieuses et absolument pas intuitives, pour arriver à faire des calculs qui soient précis sur ces machines à l'arithmétique flottante ou arithmétique finie. Question? Là, je fais un peu de teasing pour la semaine prochaine pour être sûr que vous reveniez. En revanche, sur le cours de la semaine prochaine, si ça peut vous motiver, il y aura certainement une question le jour de l'examen de culture générale, parce que
Voilà. Vous allez vers des métiers, vous allez faire du calcul, il faut savoir que les ordinateurs calculent faux, mais qu'on arrive à donner malgré tout un sens au calcul qu'on fait. Donc ce dont je parlerai la semaine prochaine, qui s'appelle l'analyse inverse de l'erreur, c'est un truc important lorsqu'on fait du calcul intensif, quel que soit le domaine d'application du calcul que l'on fait. Voilà, bonne fin de journée s'il n'y a pas de questions. Merci. Et bonne continuation. Merci, au revoir. Merci. Merci.